Et ben, d'abord, je voulais vous remercier de me donner l'occasion de faire ce témoignage parce que ça a une valeur pour moi que vous imaginez pas, honnêtement. C'est plus pour que ça serve. Mon histoire, je la connais, je suis pas là pour la célébrité ou je sais pas quoi. Je pense que ça peut servir pour les patients, pour les familles et pour certains médecins parce que j'ai une histoire classique de chez classique. J'ai une famille avec aucun problème. J'ai eu une enfance où on avait de l'argent, de l'amour. Il n'y a absolument eu aucun souci. Il y a zéro traumatisme, ni de près ni de loin. Et ça m'a pas empêché d'être diagnostiqué type 2 au sens médical le plus net du terme, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu 15 ans de retard, il y a quasiment que des phases dépressives. Les phases hypomanes, elles passent inaperçues. En fait, quand je suis en phase hypomane, je suis un connard, hein. Je suis quelqu'un de encore plus sûr de moi que je peux donner là comme impression. Je sais tout, j'interromps les gens, tout le monde est bête. Et c'est pas du tout agréable comme phase. Et donc, il y a pas mal de clichés, je trouve, que moi, j'aurais un peu enfreint, et la norme, c'est ça. Donc, je pense que c'est important un peu pour pas mal de personnes. Moi, ça a commencé par un TDAH, en fait. Donc, j'étais gamin et je m'arrêtais pas, j'avais du mal à tenir en place. J'avais une inattention qui était relative parce que ça se voyait pas forcément. Et par contre, il y avait des problèmes de régulation émotionnelle où je devais passer sous la douche. Donc, il y avait des fois où mes parents n'arrivaient pas à me calmer. Il n'y avait rien qui marchait. Ça pouvait durer 2 heures et il fallait une douche froide. Moi, j'ai appris qu'après, hein, qu'en fait, sur le plan neurobiologique, la douche froide, ça stimule le système parasympathique et que c'est loin d'être bête. Mais c'est vrai qu'il y avait un décalage entre le gamin à peu près convenable, entre guillemets, et puis des espèces de moments de rage où bah, j'étais imperméable à toute forme de régulation. Mais ça n'a pas trop posé de soucis parce que la famille pouvait s'accommoder. Donc en fait, moi je faisais mes devoirs en sautant j'avais un lit, je sautais tout le temps, je faisais ça en courant partout. Il y avait la grand-mère qui venait pour m'aider à faire les devoirs, etc. Mes parents, ils avaient des capacités de régulation émotionnelle majeures. Je suis dans une catégorie socio-professionnelle élevée, il y a des taiseux, machin, les cousins, ils ont 150 de QI. Enfin. Et du coup, la famille a pu s'adapter. Si j'avais pas eu la chance d'être né dans une famille comme ça aurait peut-être posé souci. Parce que quand vous avez le gamin qui commence à hurler, à se rouler par terre au supermarché, à la maison, bah, il y a des fois où vous êtes un peu dépassé, vous ne savez pas comment faire. Donc en fait, je pense que au-delà des symptômes, il y a quelle accommodation est-ce que la famille a pu faire sur ces symptômes. Et moi, par exemple, sur le plan financier, je reviendrai après, mais la seule chose qui fait que j'ai pas la Banque de France derrière moi, c'est que la famille a aligné des dizaines de milliers d'euros d'aide financière pour compenser mes phases. Et du coup, enfin, si vous demandez aux gens quels symptômes il y a, on est au courant de rien. Il faut faire venir la famille parce que des fois, il y a des familles qui se sont organisées autour de la maladie et ça change tout. Donc ça, je reviendrai après. Mais du coup, ça a commencé comme ça et, et ça n'a pas trop posé de problème jusqu'au moment où j'ai fait ma première dépression. Et du coup, ça, c'était 14 ans. Donc j'avais ma première petite amie, je me suis fait larguer. Je me suis pas fait larguer, puis j'ai fait ma dépression. J'ai eu ma première petite amie, puis j'ai fait mon premier état mixte où je l'appelais enragée parce qu'elle avait parlé à un mec, je pense, dans la rue ou je sais pas quoi, et j'étais obsédé par ça, et du coup, je l'appelais en la harcelant, j'ai fini par la menacer de je sais pas quoi, et puis elle s'est cassée. Et moi, j'ai compris qu'après que ça s'était fait dans ce sens-là. Mais mon histoire à ce moment-là, c'était, et l'histoire pour les personnes qui me connaissaient, c'était, bah, il s'est fait larguer, du coup il est déprimé, du coup il faut traiter la relation avec l'abandon, etc., etc. Et peut-être, c'est pas le sujet, mais a posteriori, en fait, je me suis rappelé que c'était pas tout à fait comme ça que ça s'était passé. J'avais contacté la petite amie, et oui, ça c'est pas comme ça que ça s'était passé. J'allais bien, et puis j'ai un peu euh, perdu mon sang-froid, entre guillemets, de façon durable, et puis après c'est passé comme ça.
J'avais vu des psychologues avant parce que mes parents avaient de l'argent et du coup, ils m'avaient envoyé voir du psychologue. Un, parce que bah, j'arrivais pas trop à réguler mes émotions de temps en temps. Et deux, parce que bah, mine de rien, il y a cette espèce de penser que le suivi psycho va pouvoir permettre d'améliorer un peu les gens. Je ne sais pas si vous avez ça comme expérience, mais je trouve que la psychothérapie, il y a deux choses. Il y a la psychothérapie pour les troubles de santé mentaux. Et là, c'est une chose, vous voyez, il faut plus faire, j'essaye de réduire mes tocs ou je sais pas quoi. Et après, il y a la psychothérapie un peu plus, psychothérapie de la Renaissance où les gens essayent d'aller de mieux en mieux, où on n'est pas forcément malade, entre guillemets, mais on essaye d'améliorer le truc. Et du coup, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq psychologues différents avant d'avoir été diagnostiqué atteint d'un trouble bipolaire. Et avec le recul, c'est vrai que moi, si je suis psychologue et que j'ai quelqu'un qui vient pour des symptômes dépressifs et dans la famille, le père est bipolaire, la tante est louche, il y a des suicides, des pendaisons, il y a quelqu'un, il y a une femme qui s'est pendue et qui a mis le feu en même temps. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Il y en a un, on a appris qu'il avait sauté d'une falaise, mais enfin, c'est une famille, c'est surréaliste, hein. Ça a juste sauté une demi-génération, mais sinon, à chaque étage, eh ben, c'est extrêmement louche. Et c'est vrai que je pense que si les psychologues étaient formés, c'est quoi les antécédents familiaux? En fait, dès 14 ans, j'aurais dû être allô, il y a un souci. Enfin, à mon avis, ça devrait être fait comme ça. C'est pas une critique des psychologues, je sais pas qui pourrait les former, mais ça, on peut pas scinder les deux, je pense, parce qu'il y a des maladies mentales qui vont chez le psychologue bien avant d'aller chez le psychiatre. Et donc, moi, j'ai fait plein de séances de psychothérapie qui m'ont honnêtement rien donné. Et c'est pas que c'est mal en soi, hein, mais ça n'a pas suffi. Vraiment, ça n'a pas suffi. Et donc, j'ai vu un pédopsychiatre à 14 ans et il a dit, bah, il a un TDAH, il a une dépression, il m'a mis un antidépresseur. Et l'antidépresseur a marché au bout de 6 mois. Et en fait, 6 mois, c'est la durée d'une dépression moyenne chez un patient atteint de trouble bipolaire, c'est 3 à 6 mois. Et donc, en fait, moi, j'ai longtemps intégré que oui, ça avait marché, ma famille aussi. Mais en fait, je suis arrivé chez lui en septembre, en octobre, le moment où la luminosité s'effondre. Et puis, je suis ressorti au mois de mai, quoi. Donc, c'est pas le traitement, hein. Normalement, c'est 2 semaines, hein, voire même une. Mais donc, message pour tout le monde, là, quand les gens prennent un traitement, enfin, c'est censé marcher. Et si au bout de 2, 3 semaines, ça marche pas, faut réévaluer la dose ou la pose ou la molécule ou le diagnostic. Mais bon, donc moi, j'ai commencé comme ça. Il m'a fait faire de la TCC à cette époque. Et, euh, et en fait, moi, la TCC, j'arrivais à rien. Je sais pas si les gens se rendent compte. La dépression, c'est pas être triste. J'étais pas triste, honnêtement, à cette époque-là. Moi, ma première dépression, j'étais pas triste. J'étais complètement à plat. J'arrivais pas à me lever pour aller me laver, j'avais pas envie de manger, j'avais pas le courage de me faire à manger. Si on me donnait à manger, j'avais pas le courage de prendre l'assiette et ça m'intéressait pas du tout. Alors mes parents ils ramenaient des religieuses, etc. Mais j'étais pas triste, honnêtement, je pleurais pas plus que ça à ce moment-là. J'étais suicidaire, mais j'étais pas plus triste que ça. J'étais ralenti. Ils avaient fait venir la concierge pour s'assurer que je mangeais bien. Enfin, c'était quand même quelque chose, hein. Et il s'est passé tout seul. Et moi, mes dépressions, elles n'ont pas commencé à 14 ans. À 14 ans, j'ai eu ma première dépression, mais à 8 ans déjà, en hiver, j'étais moins bien. C'était franc, j'étais moins bien. Et en été, bah, j'étais plus en forme. C'est à tel point que mes parents, ils m'emmenaient aux îles en hiver. Donc, on prenait l'avion, on allait faire 3 semaines en Guyane ou un truc du genre, et ah là là, il va beaucoup mieux. Et donc, enfin, je sais pas si vous voyez faut m'arrêter si vous avez des questions, hein, mais la, ce que la famille a mis en place pour supporter ma maladie, c'est renversant, quoi. Et donc, je fais ma dépression, il m'en propose de faire de la TCC. Le gars, j'arrive chez lui, il me dit, écoutez, j'ai dit, écoutez, j'ai envie de rien faire. Il me dit, on va commencer par faire la liste des trucs que vous voulez pas faire. Et ça s'est arrêté direct, en fait. Moi, le gars, il me rajoutait des exercices à faire. Et c'est là que j'ai découvert la TCC. Et je pense que c'est important parce que je suis le premier, moi, à critiquer la psychanalyse, etc., etc. Il faut faire de la médecine évidence-based, etc. La TCC, c'est bien pour les gens qui arrivent à le faire.
Il n'y a aucun doute que si on fait ces exercices de TCC, etc., ça marche très bien. Quand vous êtes sur des maladies chroniques, compliquées, avec 6 diagnostics du DSM différents, vous ne pouvez pas juste arriver et balancer les exercices de TCC parce que vous avez lu que sur une étude de 300 patients, ceux qui font les exercices, ils vont mieux, c'est plus compliqué que ça. Donc, je n'ai pas fait la TCC. Il m'a fait passer un test de QI qui ne m'a plus jamais servi à quoi que ce soit. Je refuse de dire le chiffre parce que je pense que ça n'a fondamentalement pas d'intérêt. S'il y a un test de QI, ma mère, elle a un test de QI, elle a un QI à 80, si vous voulez. Alors, elle a fait une test de maths. Donc, soit il y a un souci dans la mesure, soit elle a triché, je ne sais pas. Et moi, le test de QI, l'idée, c'était, ouais, il n'est pas débile, il faut qu'il puisse aller en cours, etc. Ça n'a intéressé personne, en fait. Le test de QI n'a intéressé personne et je suis pas sûr que ce soit intéressant pour tout le monde, sauf si on a des anomalies majeures. Mais cette idée que j'étais en fait plus intelligent ou HPI ou je sais pas quoi, moi j'ai très vite laissé tomber et je pense, mais ça c'est mon avis en tant que patient, que c'est plus un piège qu'autre chose. Je pense que c'est plus un piège. Mais ça c'est encore un autre sujet. Et donc j'ai laissé tomber la thérapie parce que j'arrivais pas. J'ai fait ma sortie de dépression au bout de 5 6 mois parce que c'est comme ça que ça se passe. Puis j'ai continué mon petit chemin. Les profs n'étaient pas du tout au courant de ce que c'était une dépression. Ça leur passait complètement au-dessus du chapeau. Donc, moi, j'ai des profs qui se sont battus pour que je redouble. Et puis après, j'ai redoublé, j'ai eu les mêmes notes parce qu'il n'y a pas de secret. Puis pour que je triple, ils estimaient que je ne pouvais pas avoir un bac général et que j'étais pas assez malin et qu'il fallait que je fasse un CAP, etc. Et moi, je me vois au conseil de classe dire, mais je sais pas pourquoi, mais au premier trimestre, ça va. Et puis au deuxième, c'est une catastrophe parce que c'est l'hiver. Et puis au troisième, je rattrape, je sais pas vous dire pourquoi. Et c'était ma mère, pareil, hein, on a fait des réunions avec les profs, avec le proviseur qui nous a expliqué que j'étais juste pas très bon et que ma mère devait, ce lapsus, c'est mon lapsus le plus fréquent, quoi. Ma mère devait faire le deuil de cet enfant qui n'était quand même pas très très malin. Et ça a duré jusqu'à la fin, ça. Vraiment, ça a duré jusqu'à la fin. Et pas que les profs. Donc j'ai fait mes petites dépressions, puis ça revenait tous les hivers dépressifs, hein. C'était à l'heure près. Je veux dire, je savais qu'on allait faire le changement d'heure parce que j'ai l'humeur c'était inévitable. Et au moment du changement d'heure en été, ben, j'avais la pêche. Mais honnêtement, j'avais vraiment la pêche. C'est-à-dire que je faisais pas. Les étés, je faisais du basket, je faisais 10 heures de basket par jour. J'étais vachement social, je faisais des blagues, je faisais des pompes. Enfin, je veux dire, j'ai toujours pété le feu en été. Ça a été très clair. Et puis ça a continué comme ça. Donc mon bac, c'était la cata, j'ai eu 10. J'ai fait une école d'ingé, j'ai fait une dépression, donc j'ai foiré l'école d'ingé après. Enfin, c'est toujours pareil. Et puis là, je me suis dit, je vais faire médecine. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous faites des dépressions, vous devenez un spécialiste pour rebondir. Vous voyez, il y a des gens, ils font une dépression et puis ils arrivent et ils sont sortis de leur dépression, mais il y a une espèce d'ouragan qui s'est fait. Les potes se sont barrés, ils ont perdu leur boulot, ils ont pris 10 kilos et il faut qu'ils se relèvent. Et c'est, je pense, peut-être aussi dur que l'épisode dépressif en soi. Il faut vraiment rattraper sa vie. Les patients atteints de maniaco-dépression, il y en a qui en ont fait 30, 40 des dépressions comme ça. Et du coup, c'est des spécialistes, en fait. Je veux dire, c'est des gens qui reprennent le train en marche. Enfin, c'est devenu une seconde nature. Moi, j'ai fait ça, je sais pas combien de fois, honnêtement. Et donc, à l'époque, j'arrivais à me dire, parce que le cerveau peut rationaliser tout et n'importe quoi. Ça, je vous le dis parce que j'ai compris après, hein. Mais à l'époque, pour moi, j'étais une feignasse. Et en fait, bah, peut-être que médecine, j'aurais plus de chance. Enfin, j'avais plein de raisons. J'ai toujours plein de raisons. Le cerveau humain peut donner des raisons à tout. Et du coup, j'ai fait médecine. Et en fait, pour avoir médecine, il faut passer un oral. Moi, j'avais post-bac, mais j'ai pas pris post-bac parce que je voulais faire médecine à l'époque, parce que dans ma famille, il y a des médecins. Bon, je me suis dit, bah, je vais me vautrer, c'est pas possible. Du coup, j'ai fait l'école d'ingé, je me suis vautré. Et après, c'était sur concours. On ne pouvait pas s'inscrire avec les autres étudiants. Donc, il y a toutes les facs de médecine de France, j'ai envoyé mon dossier à toutes les facs. Et elles m'ont toutes dit non, sauf une, la fac de Descartes, où le doyen m'a reçu.
Il m'a reçu pour me dire qu'il fallait que je me réveille et que j'étais trop bête pour faire médecine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et il est doyen, le gars, il a mieux à faire. Il y a plein de réunions. Enfin, et il a pris la peine de m'expliquer qu'en fait, j'étais pourri et qu'il fallait se réveiller. Enfin, c'était des trucs assez dingues comme ça. Et j'ai pu m'inscrire à Poitiers parce qu'à Poitiers, le site internet est pourri et il a bugué. Donc, j'ai pu m'inscrire avec les autres étudiants à Poitiers. Et quand je m'inscris, devant le mec pour finaliser l'inscription. Il me dit, bah, vous avez rien à faire là, ça a bugué. Et là, il y a un type qui passe derrière. Et je sais pas qui c'est, franchement. Si un jour il m'écoute, je le remercie. Il a regardé, il a dit, oui, bah, vous êtes le profil, on s'en fout, vous avez qu'à le valider. Et c'est un mec comme ça qui m'a un peu sauvé la vie, je pense. Et donc, les héros ne portent pas tous de cap. Vous voyez, il y en a qui sont pas connus, il y en a, ça se fait dans... Donc, j'ai fait mes études, comme d'hab, dépression sur dépression. L'hiver, zéro. Et donc, je faisais tout en 3 semaines au mois de mai. J'ai tout fait comme ça. Donc, j'étais un très mauvais médecin, hein, honnêtement. Moi, je passais 60% de mon temps dépressif. C'est-à-dire, c'était de octobre jusqu'à mai. Et puis après, il faut en sortir. Et donc, concrètement, je ne sais pas calculer, mais ça doit faire 50-60% du temps. Donc, autant dire qu'il y a des stages, je ne sais même plus ce qui s'est passé. Je ne sais pas vous dire comment ça s'est produit ou pas. Donc, mes dépressions, elles étaient nettes. Et mes phases hautes, elles se sont précisées petit à petit et j'étais de plus en plus odieux. Et donc, j'étais furieux. Moi, mes vrais symptômes, c'est que je suis furieux. C'est une rage qui me fait trembler rien que d'en parler. Enfin, j'ai humilié des personnes quand j'étais haut, que j'avais pas assez dormi. Enfin, c'est terrible. Mais du coup, j'avais un pote. Et ce pote, il m'a suivi. Donc, c'est bizarre hein, d'être pote avec quelqu'un pas équilibré parce que au mois, au mois d'octobre, vous le voyez plus. Vous lui proposez des trucs, il fait ouais, bof, machin. Je le vois encore me regarder et me dire, mais mec, des fois, t'es tellement ralenti, je comprends même pas ce que tu veux dire. Et puis, au mois de mai, c'est parti. Viens, on va faire du sport, machin, bidule. Alors, faut suivre, hein. Et donc, ça, c'est sympa, sauf que à force, les périodes d'été, le patient, il est moins sympa, il était plus énervé. En tout cas, moi, c'était ça. Et du coup, en fait, ce pote, il y a un moment où il a dit, bah, stop. C'était honnêtement une histoire d'amour. Je veux dire, c'est un mec qui me faisait rire. C'était incroyable. Et c'est une relation qu'on n'a jamais pu réussir à rattraper. Je me suis pointé, hein. Je me suis pointé un peu plus tard en disant, ouais, bah, j'étais bipolaire en fait, donc c'est ça et ça. Et je pense qu'il voulait hein, aussi que ça se rattrape, mais ça s'est pas fait. Et ça m'a servi. Je pense qu'il y a des patients qui doivent savoir faire le deuil de certaines relations. Il y a des relations qui sont trop abîmées, qui ne peuvent pas être réparées. C'est comme ça. Ça fait partie, je pense, des symptômes de la maladie. Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber, mais que pour toutes les relations, hein, mais ça atteste un peu de la gravité, je pense, de ce que les gens peuvent vivre quand on est externe à tout ça. Donc, je fais mes études de médecine. Euh, je continue à voir des psychologues de temps en temps. Donc, au total, j'en ai vu 6 ou 7. Je me mets en couple avec une personne qui tombe amoureuse de moi en été, et puis qui l'aura bien décrit, qui dit j'espérais la fin de la phase chaque année. Vous voyez, donc elle était avec moi pour les 4 mois heureux en été, et puis le reste du temps, bah, le temps que je me remette et que je m'en sorte, bah, c'était ça. Donc elle est restée avec moi et je refais une phase dépressive où là, c'était plus trop possible. On avait moi je m'en souviendrai toujours, vous couperez ou pas, mais on avait un train qui, qui est passé. Alors je suis un peu émotif, mais ça c'est normal, hein. C'est pas que je suis pas stable, vous inquiétez pas, mais on avait un train, j'étais en stage, c'était au milieu de l'hiver, on avait un train qui passait et je voyais ce train et c'est vrai que je sais pas vous dire pourquoi j'ai pas franchi le pas, honnêtement, je sais pas vous dire. À ce moment-là, je me souviens même plus de ce qui s'est passé. Je sais même pas si j'ai pas eu un appel, je sais pas quoi, mais je me souviens de ce moment et c'était plus faisable, quoi. Donc, je suis arrivé chez un psychologue psychanalyste. Euh, et donc, je lui dis un truc qui, honnêtement, est textbook, quoi. C'est-à-dire que je me pointe et je dis, ah putain, je comprends pas parce que là, je vais pas bien, j'ai pas faim, machin. Alors que cet été, je pétais la forme, j'ai acheté un appareil de muscu, j'ai fait un prêt étudiant, je dormais pas, enfin, c'était la forme, quoi.
Et du coup, en 10 minutes, hein, elle me dit, bon, ben, monsieur Sikorov, là, faut voir vous faut des médocs, hein, donc vous allez aller chez mon collègue, là, parce que moi, je gère pas ça du tout. Et donc, je vais chez le collègue, et il me donne fluoxétine et des pacotes. J'ai eu la chiasse pendant un an, honnêtement. Ça m'a donné une diarrhée, je suis désolé, je le dis comme ça m'a donné une diarrhée, je pense que c'est indescriptible, c'est-à-dire que j'avais mal tout le temps, au bide, j'avais mal au bide tout le temps, et ça a surtout pas marché. Et il y avait peu de raisons que ça marche, hein, on va pas faire de pharmaco, mais c'était un pari, on va dire. Et en fait, moi, ça m'a coûté ça parce que je suis arrivé chez madame, et elle m'a dit, bon, t'as quoi? Bah, j'ai un trouble bipolaire. Elle me fait, ouais, on l'a vu en cours, c'est vrai que ça paraît pas déconnant. Et bah, t'es traité, du coup, ouais, je prends le traitement. Et en fait, bah, ça n'a rien fait, quoi. J'étais peut-être un poil plus vénère, mais ça n'a rien fait. Et donc, madame s'est barrée, hein. Elle a dit, bon, bah, si c'est ça le traitement, si c'est ça la personne suivie, bah, en fait, je sais pas. Et c'est pour ça que et là, c'est pour mes collègues psychiatres qui nous regardent un traitement qui ne marche pas beaucoup, qui n'a pas d'effet secondaire, mais qui ne marche pas beaucoup, ça a un prix. Ça a un prix, le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous, et moi, c'est une relation de 5 ans. Donc, elle est partie, donc ça m'a mis en vrac. Mais c'était au milieu de l'été, donc j'étais pas dépressif, hein, j'étais triste. J'étais mal, mais j'étais triste. J'étais triste une semaine, puis après j'ai rocké, enfin, c'est la vie, hein. Mais enfin, je veux dire, quand vous regardez dans les études, etc., vous voyez que ce qui s'est passé pour les gens qui ont pris le traitement. Ils restent dans l'étude et puis on voit si ça marche ou pas. Il y en a qui sont barrés. Il y en a qui sont barrés. Et dans les gens qui sont barrés, on ne sait pas ce qui s'est passé du tout sur ces gens-là. Et du coup, la médecine fondée sur les études randomisées, là, c'est bien, mais ça a des limites. Mais je crois qu'on en parlera après ça. Donc je fais mon diagnostic. Et puis là, je regarde les psychiatres sur la région parce que j'étais de Poitiers à l'époque. Et en fait, il y a un collègue qui était interne en psychiatrie qui me dit, écoute, mec, va sur Paris parce que sur Poitiers, c'est chaud, je sais pas trop qui te recommander. Et donc, je vais sur Paris, je vois un type ancien assistant des hôpitaux, le gars béga classe, 200 € la consulte. C'était classe de ces classes, il y avait du Van Gogh, et enfin, c'était incroyable, quoi. Et j'arrive chez lui, et le gars, il m'a massacré. Je suis arrivé et j'étais déprimé. Il m'a changé le médoc vite fait. 3 semaines après, je reviens vers lui, je vais mieux. Et je lui ai dit, écoutez, je reprends tout d'un coup, là, je suis chaud, je fais psychiatrie, j'ai acheté le DSM, le STAL, machin, j'ai tout fait. Et là, il m'a dit, ouais, moi, je pense que vous êtes juste encore un petit peu haut. Mais bon, c'est mon avis. Et là, je me suis dit, quel con, ce gars. Mais quel con. Il me connaît, mais il croit qu'il me connaît. Il m'a vu quoi, 3 fois. Il m'a pris du fric, mais il connaît rien de ma vie. À l'époque, moi, je n'étais pas bipolaire, hein, franchement. Moi, c'était un espèce de truc que j'avais mis en place pour convaincre les gens. Ouais, c'était ma petite excuse. Et en fait, j'étais juste une feignasse, mais j'avais réussi à les berner. Donc ça m'a pas trop plu. Je suis parti. Et ben en fait, ça marchait pas son truc. Parce que c'était passé la même chose que la dernière fois. Je suis arrivé chez lui un mois ou deux avant le changement d'heure. Et du coup, bah, j'ai fait ma petite phase en ce temps. Et c'était pareil. Et du coup, là, je suis interne. Je suis interne en psychiatrie et je suis pas stable. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Faut que je sois stable. Et il faut que je trouve quelqu'un. Moi, je suis fait pour être en couple, hein. Bon, voilà, il y a des gens qui ne sont pas faits pour soi. Moi, voilà, je préfère la vie à deux, il n'y a pas de doute. Je rencontre ma femme. Elle est interne en psychiatrie. Maintenant, elle est psychiatre, hein. Et je pense le premier soir, elle me dit, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, machin. Et je fais, ouais, on va faire ça. Et le deuxième soir, elle fait, allez, on va dans un bar, on va regarder un match de rugby. Et je fais, bah putain, je sais pas trop. Parce que moi, j'étais pas stable, hein, donc j'étais un peu angoissé. Donc, le match de rugby où les gens. Moi, j'étais inhibé, hein, je veux dire, niveau régulation, expressivité émotionnelle. Je savais même pas comment j'étais à l'époque, parce que moi, j'ai fait ça tout le temps. Donc, si vous me faites passer un diagnostic de trouble de perso, bah, je suis narcissique en été, dépendant en hiver, et puis en fait, ça fluctue. Donc, moi, honnêtement, je savais même pas à l'époque, donc je faisais un peu semblant, vous voyez. Donc, je me voyais pas dans le truc de rugby en train de faire semblant de kiffer. Et du coup, je lui dis, ouais, j'ai jamais fait. Et puis elle se retourne vers moi, elle fait, mais quoi? Mais t'as jamais maté de match de rugby? Et du coup, j'ai lâché cash, j'ai fait, attends, je t'arrête tout de suite, j'ai jamais rien fait de ma vie. J'ai fait des dépressions. Le reste du temps, j'ai pas fait grand-chose, j'ai essayé de rattraper mes dépressions.
Et elle est restée, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais vous voyez, j'étais cash direct, je me voyais pas mentir, faire des machins. Et tout. J'ai des patients qui mentent comme ça, moi j'ai des patients où... Et votre conjoint, il en pense quoi? Bah, je lui dis pas, j'ai peur qu'il me juge et tout, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font, je sais pas comment ils surveillent leur humeur. Du coup, moi, je vous en parle là parce qu'en fait, ma femme, ça aurait été le curseur. Ça aurait été... C'est elle qui a décidé de si j'étais stable ou pas. Si c'était pas moi. Si ça avait été moi, honnêtement, je serais déjà mort. C'est clair et net. Euh, je me suis battu et puis il y a un moment où j'ai vraiment laissé tomber, quoi. Je me suis dit que j'avais aucun pouvoir. C'est dans les alcooliques anonymes, c'est les premières étapes, je sais pas si vous connaissez un peu, en fait, ça marche vachement bien pour l'addiction, les alcooliques anonymes. La première étape, c'est de se, de rendre les armes, en fait. Vous vous abdiquez, vous acceptez le fait que l'alcool est une puissance supérieure contre laquelle vous pouvez rien faire. Et vraiment, vous devez vous rendre, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de ouais, mais en fait, je fais ci, je fais ça, machin. Non, non, en fait, vous êtes victime de ça et vous vous faites trimballer. Ben, moi, mes problèmes d'humeur, c'était pareil, en fait. Quand j'étais bien, je me trouvais dépressif. Quand j'étais odieux, je me trouvais angoissé. Quand j'étais dépressif, je me trouvais juste un peu lent. Enfin, j'étais incapable de dire comment j'étais. Du coup, j'étais incapable de dire comment ça marchait ou pas. Et donc, il y a un moment où j'ai fait, bah, je la suis, quoi. Donc, c'est elle. Il faut que les patients se rendent compte de ça parce que sinon, c'est impossible de bosser, honnêtement. C'est ingérable. Le cerveau est une machine à rationaliser. On sait faire que ça, honnêtement. Horreur du vide. Et moi, j'ai des gens qui font des dépressions depuis 20 ans qui viennent me dire que ouais, je suis déprimé parce que ci, parce que ça, mais ça n'a aucun sens, aucune réalité scientifique, ni rien. En fait, moi, je peux vous expliquer tout. Regardez là, si vous m'arrêtez pas, je peux parler pendant 6 heures sur pourquoi j'étais déprimé. Et il faut que les gens se rendent compte de ça, il faut que les psychiatres se rendent compte de ça, qu'on ne peut pas suivre les patients sans que la famille soit convoquée à un moment. C'est pas possible. C'est impossible de faire ça. C'est pour moi une faute professionnelle. Je veux dire, à la pharmacie, on pourrait mettre ça en place. Vous imaginez, au lieu de faire des scandales sur les citalopram qui augmentent le QT de 6 millisecondes, là, on pourrait dire, bon, ben, quand est-ce qu'il a vu votre conjoint la dernière fois? Paf, c'est fini. Enfin, je m'égare. Et du coup, j'étais pas stable. Et là, autant j'ai pu essayer les psychologues avant, et honnêtement, je me suis un peu fait une idée, ça ne marchait pas pour moi. Et je suis passé de l'autre côté, j'ai fait les psychiatres. Donc là, c'est vraiment la deuxième période de ma vie où je deviens interne. Je suis passionné de la psychiatrie, hein. Moi, c'est vraiment une obsession, honnêtement. Je pense que c'est plus qu'une passion à ce stade. C'est presque malsain, ma femme pourra vous le dire. Il y a des fois où je fais semblant d'être constipé pour finir un article dans les toilettes. Enfin, c'est vraiment un truc qui, c'est plus et ce serait trop. Et je pense que ma femme dirait qu'on est déjà un peu dans le trou, mais bon. Et donc, je suis là, je suis interne en train de bouquiner à droite à gauche des trucs et des machins, mais je suis pas stable et je me dis que la baffe va revenir. Le début d'internat, c'est en novembre. Je veux dire, c'est déjà pas très bien parti. Et donc, je fais des psychiatres. Et j'ai fait un, deux, trois psychiatres qui m'ont moyen chauffé, honnêtement. Parce qu'en fait, là, il y avait un décalage. Moi, j'avais fait ma petite phase haute pendant l'été. Donc, mine de rien, le STAL, le DSM et des bases de neurobio, je les avais. Quand je suis arrivé chez le psychiatre et qui m'a dit, on va vous mettre un autre antidépresseur parce que je pense que ça peut marcher, j'étais vite refroidi, quoi. Ouais. Donc, j'en ai fait un, deux, trois. Ça l'a pas fait. Et il y a le professeur avec lequel j'étais en tant qu'interne, qui est une personne incroyable. Je ne dirais pas le nom, mais qui a jamais douté du fait que je pouvais bosser en tant que psychiatre. Quoi qu'il se passe, je veux dire, quoi qu'il se passe. Et du coup, qui m'a envoyé voir un autre professeur. Et puis, lui qui était bien, mais il y avait un problème avec les effets secondaires. Il y avait un souci. Donc, on a essayé la Abilify. Donc, c'est l'aripiprazole, c'est pas l'Abilify. Parce que l'Abilify, moi, quand j'entends ça, j'ai envie qu'on m'Abilify toute la nuit. Mais l'aripiprazole, c'est moins sexy. Et j'ai essayé l'aripiprazole. Et l'aripiprazole, c'est bien parce que la tolérance n'est pas trop mauvaise. Ça marche pas trop en moyenne, mais la tolérance n'est pas trop mauvaise. Donc, c'est une première rentrée et c'est pas grave. Il faut bien prescrire un truc. Et j'ai découvert l'acathisie. Euh, et ça, je sais pas, vous en avez sûrement parlé dans la chaîne YouTube, mais je me souviens que j'étais en stage et je voyais le médecin voir des patients et entre chaque patient, je me levais pour faire un tour de couloir. Et puis la professeure, la médecin, la senior qui me dit, bah, qu'est-ce que tu fous? Bah, j'ai de la captisie, putain.
qui me dit, va voir ton psychiatre. Et je me disais, mais non, parce que si je dois y aller, il faut que je fasse 1 heure de route. Et 1 heure de route sans me lever, je ne sais pas comment je vais réussir à faire. J'étais en larmes. Enfin, c'est une masse, c'est un masse. Quand vous avez de la Catisac, de la Bilify, faut agir vite. Ça ne sert à rien d'attendre 3 mois, ça ne va pas passer, hein, ça va pas passer. Donc bon, je lui dis, ça passe pas. Je me fais le lithium. On essaye le lithium. Je pissais 3 litres la nuit. La nuit. Donc 3 litres la nuit. Donc ça, c'est 6 litres la journée, hein. 3 litres la nuit, vous vous levez pour pisser, l'humeur commence à se dégringoler à vitesse grand V, quoi. Donc j'attends. Et puis j'appelle un néphro qui me dit arrêtez ça tout de suite. Bon, et puis on fait deux, trois trucs comme ça et ça marchait pas, quoi. C'est médoc, je suis désolé, ça marchait pas, il n'y a rien à faire, ça marchait pas. Et ça marchait pas parce que il y a un décalage entre ce que vous avez dans les études et ce que vous avez dans la vraie vie. Le patient qui a fait je sais pas, 20 dépressions, qui est à moitié mixte quand il est haut, qui fait des cycles rapides, machin, avec des suicides à droite à gauche dans la famille et d'alcoolisme. L'Abilify, c'est optimiste. C'est bien, mais c'est optimiste. Vous pouvez pas, je vous revois dans 3 mois, on attend de voir ce que ça donne. C'est un poil optimiste, à mon avis. Et en fait, j'ai fini une fois par pas aller à ce rendez-vous et parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais peur de me foutre en l'air sur le chemin parce que moi, mes idées suicidaires, c'est avec des objets movibles. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est des trains ou des voitures, mais sur l'autoroute, vraiment, je ne le sentais pas. Et en fait, il m'a envoyé un message. Donc, j'ai pas osé pour rappeler, parce que quand vous êtes déprimé, vous osez pas. Puis, alors, je veux dire, c'est pas normal, hein, on est d'accord. Il y a pas de place en psychiatrie, les rendez-vous sont chers. Donc, quand vous avez un professeur qui vous reçoit, si vous y allez pas, au moins vous vous excusez. C'est la moindre des choses. J'ai pas osé. Et il m'a envoyé et c'était bien parce que il m'a envoyé un message 3 mois après en me disant, vous savez, euh, le problème, c'est que vous pensez que vous êtes meilleur que les autres et c'est pour ça que vous êtes malheureux et ce qui vous arrive est mérité. Et ça n'a rien à voir avec les médocs, etc. Et là, ça a été une révélation parce que je me suis dit, bah, faut que je me soigne moi. Il n'y a pas 36 solutions, il faut que je me soigne moi. À la décharge de ce professeur, euh, quand j'étais en stage, moi, j'avais un trouble bipolaire. Et il n'y avait pas de doute. Il y a des gens où c'est pas clair, honnêtement. Malheureusement, c'est pas si clair que ça. Moi, je pense que c'est aussi franc qu'une insuffisance cardiaque gauche. Mais il y a des patients où c'est pas clair. Oui, il y a des patients, ils sont un peu psychotiques, alors on sait pas trop. Il y a des consommations de produits, il y a des troubles de perso, il y a des phases qui ressemblent pas à grand-chose, c'est pas clair, on sait pas trop. Et, et le trouble bipolaire, il faut de la pharmaco. Et il faut de la pharmaco, je suis désolé. Alors ça, c'est mon avis, mais sans médoc, c'est vachement dur. C'est vachement dur. Alors, on pouvait faire des études où quand les gens dorment mieux et mangent mieux, ils arrivent à mieux gérer, il n'y a aucun doute sur ça, mais il y a des familles, il y a des patients où sans médoc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je pense que les études qu'on a sont assez claires, les données qu'on a sont assez claires. Et du coup, quand j'étais en stage, excusez-moi, moi j'ai vu des trucs de dingue, honnêtement. Je l'avais mis sur LinkedIn. J'ai un patient bipolaire qui avait été mis sous Risperdal. Et sous Risperdal, c'est presque 80% des problématiques de libido qui surviennent. C'est fréquent de chez fréquent. Enfin, et le patient, il avait vu son médecin traitant et il avait dit, je vais arrêter le Risperdal, j'en peux plus, j'en peux plus. Le médecin traitant, il ne peut pas arrêter. C'était une injection en plus, il ne sait pas quoi faire, le médecin traitant. Et il ne pouvait pas être vu au CMP, il y avait de l'attente au CMP de toute façon. Et du coup, il a fini par arrêter ses traitements et il était complètement décomposé. Il avait pris l'autoroute en sens inverse. Et il était arrivé chez nous et franchement, on ne comprenait rien à ce qu'il disait, sauf le moment où il disait, et il tapait du poing sur la table, et il disait, je bande pas, je bande pas, je bande pas. Et ce mec, on l'a remis sous Risperdal. Il n'avait rien eu d'autre comme médoc. Et le médecin à l'époque, j'avais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends pas. Et le médecin, il m'avait dit, ah, j'ai plein de patients sous Risperdal et personne ne se plaint de problème, c'est des conneries. Et donc, je vais pas faire la liste des trucs fous que j'ai vus en secteur, honnêtement. Mais ce qui est sûr, c'est que très vite, je me suis différencié du corps médical à ce niveau. Vous voyez, j'ai décidé que mon expérience suffirait pas, que j'étais obligé d'aller chercher des infos à droite, à gauche, et que je refusais de voir ce dont j'avais pu être témoin lors de mes stages. Et mes stages en secteur public,
ont été un enfer. Un enfer. Donc j'ai fait des stages en intra-hospitalier au CHU, donc c'est universitaire. J'ai fait un stage au centre antipoison où c'est incroyable, le centre antipoison, franchement. Vous faites une ingestion de shampoing sans faire gaffe, il vous interroge de façon plus précise que quand vous faites une tentative de suicide avec certains collègues. C'est vraiment quel type de shampoing, à quel moment, vous avez pris quelle dose, qu'est-ce que vous avez après, où est la bouteille. Enfin, je veux dire, c'était des trucs de dingue. Ils sont d'une rigueur, c'est incroyable. Une rigueur qu'on n'a pas en psychiatrie, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Et donc, mes stages en intra-hospitalier, en secteur psychiatrique public, j'ai pas pu les finir, je les ai tous finis en arrêt parce que ça me rendait complètement malade, honnêtement. J'ai jamais su, je pourrais pas vous dire, hein, si j'ai pas pu les finir parce que j'étais pas équilibré, parce que j'ai été livré qu'après, ou si c'est parce que intrinsèquement, j'ai été trop concerné pour pouvoir finir. Mais c'est sûrement un mélange des deux, hein, mais j'ai pas pu les finir, ces stages. Donc, je me suis soigné moi-même. J'ai une ordonnance que mes confrères ne peuvent pas renouveler parce qu'ils connaissent pas. C'est pas de leur faute, c'est pas dans le Vidal. Vous m'entendrez râler sur le sujet, je vous épargne le truc, mais c'est hors AMM et je peux pas faire autrement. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas faire autrement. Et du coup, chaque fois que je parle de ça, parce que je parle de mon trouble bipolaire, moi, c'est ma plus grande fierté, honnêtement. C'est le truc dont je suis le plus fier. C'est d'avoir réussi à maîtriser ça. Alors, c'est des sacrifices, hein. Je mange toujours à la même heure, je me couche tous les jours à la même heure. Mais quand j'avais 10 ans déjà, j'avais des potes qui venaient, viens, on joue aux jeux vidéo, Michael, et j'étais là, non, je vais être défoncé après, c'est pas la peine. J'avais 10 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 20 ans que je sacrifie ma vie, qu'à 11 heures, je suis couché, que je fais chier ma femme à chaque fois, viens, on rentre, machin. Enfin, c'est-à-dire, je touche pas d'alcool. C'est pas parce que je suis fort, c'est que j'aime pas l'alcool, ça me fait rien. Je touche pas à les cloches, machin. Enfin, c'est-à-dire, c'est des sacrifices constants, mais je pense que, enfin, je m'en cache pas. Et ça s'est aussi fait parce que je dis aux gens, bah ouais, je suis bipolaire, pourquoi t'as pas fait ça? Bah, j'étais en dépression, machin. Et je le dis comme je pourrais dire que j'ai une polyarthrite rhumatoïde, je sais pas quoi. Et au début, ça me mettait mal à l'aise, hein. Mais maintenant, ça fait partie de ma vie de façon intégrante. On voit des gens qui témoignent, rémission de cancer, etc. Je fais aucune différence. Je fais aucune différence, honnêtement. Et je vais plus loin quand je regarde, quand je revois le pont là, et que je me dis que, bah, parce qu'on a un deuxième enfant qui est arrivé là, que je me dis que bah, mon deuxième fils va naître, etc., etc., et ben je regrette pas de m'être battu. Vous voyez, je regrette pas une seconde de m'être battu. Et je pense que c'est ce que j'essaye de dire aux patients quand je peux, parce que des fois, on a besoin de temps. Il y a des patients, ils arrivent chez vous, ils en sont à leur 30e épisode. Ils n'ont pas 3 ans devant eux, là. Il faut que vous trouviez un truc qui marche, et vite, parce qu'ils ont une corde à la maison. Et de pouvoir donner un peu d'espoir à ces patients en attendant que le médoc marche, peut-être, bah, c'est un des trucs qui me sert. Donc c'est vrai que ça me sert pas mal. Donc j'ai fait mes propres médocs. J'ai pris de la kétiapine au début. Je le dis, je pense que c'est essentiel. Ça marche. Ça m'a donné une faim obsédante. Une faim absolument obsédante. Je me levais la nuit pour manger. Je ne pensais qu'à bouffer. Je pensais qu'à bouffer. J'ai pris j'ai pris 10 kilos, mais j'avais pris 10 kilos avec le Dépacode, j'ai pris 10 kilos avec machin. Moi de base, je suis tout maigrichon, je fais 70 kilos, là, je fais 95. Mais c'est même pas sur le point, en fait, c'est que je pensais vraiment qu'à ça, quoi. C'était une faim, je ne pouvais plus m'arrêter de manger. Et du coup, j'ai pris de la metformine, mais j'ai découvert ça qu'après. J'ai découvert ça après. Et aujourd'hui, avec de la metformine, bah, je peux manger correctement. C'est-à-dire que je peux me faire un plat qui prend du temps à cuisiner sans me taper un paquet de gâteaux parce que j'ai trop faim avant, quoi. Et donc, en fait, j'ai fait mes épreuves avec des trucs hors AMM. Donc, c'est des trucs où il y a des milliers de patients, des dizaines d'études. Donc, c'est pas la colchicine de monsieur, notre confrère, dans le Covid, hein. C'est pas un truc de nulle part. C'est juste qu'en France, les études s'arrêtent aux frontières et il faut tout refaire en français. Sinon, c'est considéré comme pas existant. Donc, ça, pareil, je vous évite, ça ne peut-être pas tout le monde. Mais je me suis stabilisé comme ça. Ça m'a coûté, j'ai 45 000, 50 000 € de dette, je pense. Je, je pense que si je n'avais pas eu cette famille-là, j'aurais été à la rue, honnêtement. Lors de mes phases hautes,
J'avais fait de la musculation. À un moment, j'avais ramené plus de 2 tonnes de poids de musculation dans mon studio qui était au 6e étage. On était au-dessus de ce que pouvait supporter le sol. Si vous voulez, ça aurait pu être une catastrophe n'importe quand, en fait. Je veux dire, je, je, je- Donc, en fait, moi, c'est ça, là. Ma maladie, ça aura vraiment été des problèmes d'abord d'attention et de concentration et des problèmes de régulation émotionnelle. Où vraiment, j'arrivais pas. Quand ça décollait, ça ne s'arrêtait pas. Et puis, ça a été des dépressions qui étaient, mais c'était clockwork, quoi. Je veux dire, vraiment, c'était une dépression mini par an. Tac, 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 il n'y avait rien à faire. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a eu des phases un peu mixtes, un peu machin. Mais vous voyez, moi, mes phases hautes, je me vois me lever la nuit pour acheter des costumes en cachette. Des costumes, vous me voyez, j'ai des costumes Calvin Klein et tout, j'ai des trucs, mais j'ai jamais mis ça de ma vie, quoi. J'ai jamais mis ça de ma vie. Et, et j'ai toujours eu quelqu'un pour me dire ouais, mais en fait, c'est qu'en fait, t'es pas vraiment un trouble de l'humeur, c'est qu'en fait, t'es un peu une feignasse, ou en fait, t'adores les costumes inconsciemment, etc. Et j'ai toujours eu quelqu'un pour faire ça. Et dans mes stages, à la fin du stage, quand je disais je suis désolé, parce que j'étais franc, moi, et à la fin du stage, on me dit bon, ben, comment t'as trouvé le stage? Et je dis je suis désolé, j'ai trouvé ça horrible, je suis pas d'accord avec comment ça travaille, je suis pas d'accord avec quoi que ce soit. Et il n'y a pas un médecin qui m'a dit, ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on voit ça, etc. Moi, on m'a toujours dit, ouais, mais c'est que t'es pas stable, c'est qu'il faut que tu prennes soin de toi, etc., etc. Et moi, je suis né résilient. Naturellement, je rebondis. J'aimerais bien vous dire que c'est que je suis plus malin qu'un autre, je sais pas quoi, mais je sais. Mais alors, ma mère a toujours cru en moi, elle s'est pas posé la question une seconde de, en fait, est-ce que je pouvais faire ça ou pas ça. Je pense qu'elle s'est même pas posé la question. Vous voyez, elle a même pas fait le pour et le contre, je sais pas quoi, elle s'est dit, j'en ai rien à foutre de tout ça. La médecin psychiatre, la chef de service universitaire, là, je pense qu'elle a cru en moi aussi. Je pense qu'elle s'est posé la question, mais elle m'a jamais emmerdé. Elle m'a jamais emmerdé. Et aujourd'hui, je regarde derrière et ce que j'ai fait, j'ai pas douté une seconde. Et heureusement, parce que je sais pas où je serais. Parce qu'il y a plus de gens qui m'ont enfoncé que de gens qui m'ont tendu la main, honnêtement. Il y a des gens incroyables. Moi, j'ai des internes, alors je faisais pas de garde, vous imaginez bien, parce que quand je faisais des nuits blanches, j'arrivais le matin. J'ai fait 3 gardes, je crois. Troisième, je me suis pointé, j'ai démoli une co-interne. Et puis, on est revenu me voir. Bah, j'étais un peu enfin, j'étais mixte, quoi, donc j'étais furieux. Donc, vous faisiez tomber un bol devant moi, c'était fini. Enfin, et du coup, ils m'ont dit, bon, bah, t'arrêtes de faire des gardes. J'ai des internes qui, pareil, qui m'ont dit, bah, on fait tes gardes, jamais. Donc, j'ai des gens qui m'ont soutenu. Mais des gens qui m'ont écrasé, j'en ai beaucoup plus, quoi. Vraiment, j'en ai beaucoup plus. Et du coup, après, j'ai essayé de bosser à l'hôpital psychiatrique. Et même problème. Même problème. J'avais des gens qui me disaient, bah, le trouble bipolaire, ça n'existait pas. En fait, c'est une histoire de sexe dans l'enfance, etc. Et les clichés sont là. Enfin, les clichés sont là, quoi. Et la vérité, c'est que les clichés sont là. Donc, vous avez le professeur Lançon qui me donne enfin, qui m'autorise à participer sur sa chaîne YouTube alors qu'il connaît que dalle de moi, honnêtement. Il sait rien de moi. Il sait que je suis un peu excité sur les réseaux sociaux là, mais c'est tout. Il connaît que dalle. Et ça, c'est incroyable. Je veux dire, je pense que c'est ça qui fait qu'on est soignant. Vous voyez, c'est pas d'être professeur, d'être médecin. C'est comme pour les pères aidants. Enfin, je veux dire, s'ils savent faire ça, c'est très, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'un diplôme ou je sais pas quoi. Et puis, il y en a d'autres qui sont prêts à se battre pour vous enfoncer, à vous trouver des raisons pour pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi est-ce que c'est de votre faute, etc. Et moi, j'ai de la chance, ça a toujours glissé sur moi. Et s'il y a un truc à prendre en thérapie, je pense, avant d'être stable, et une fois qu'on l'est, c'est qu'effectivement, c'est aussi peu valable que quand nous, on donne des raisons d'être dépressif. Oui, que je suis dépressif parce qu'il m'arrive ci, parce qu'il me... Non, non, tu es dépressif récurrent parce que tu as un problème d'humeur, c'est tout. Faut pas chercher à midi à 14h. Et ben, quand les autres commencent à nous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, c'est pareil, ça a absolument zéro valeur. C'est des raisons qui sont données comme ça, à droite et à gauche. Je prends 15 médocs par jour. J'en prends à 8h, à 10h parce qu'il faut être à jeun, à midi, à 18h au coucher. Ça m'emmerde.
Ça m'emmerde. Il n'y a aucun doute. Si je pouvais ne pas les prendre, je les prendrais pas. Quand je pars en vacances, c'est le premier truc que je mets dans ma valise. Ça me fait chier. Vous imaginez pas à quel point ça me fait chier. Enfin, peut-être que vous imaginez, mais enfin voilà, ça me fait chier. J'ai essayé de les arrêter deux, trois fois. Je ne l'ai pas dit à ma femme. Elle m'a cramé en 2 semaines. C'est une catastrophe. Elle m'a regardé. Moi, j'étais là. Bon, ça se fait bien. Elle m'a regardé. Elle me dit, t'as pas arrêté tes médocs, toi. Puis la deuxième fois, elle m'a dit, mais elle m'a sauvé la vie, je pense. Elle m'a dit, si t'arrêtes une troisième fois, je me casse. Et elle a pas, c'était même pas une menace, vous voyez, c'était vraiment, enfin, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, tu le fais. Si tu fais ça, il se passera ça. Mais si vous conduisez à 130 au lieu de 80, vous perdez des points sur votre permis. Ben, si tu prends pas. Et je les ai jamais arrêtés. Je les ai jamais arrêtés. J'ai réessayé de baisser un petit peu avec elle et bon, bah, j'arrive pas à baisser. C'est fini. Je me fais une idée, mais voilà. Mais j'ai jamais arrêté, mais il marche. Il marche. Donc en fait, c'est plus facile aussi de pas arrêter quand il marche, les médocs, quoi. Moi, je suis désolé, j'ai trop de trucs à dire. Celle-là, franchement, elle résume tout. J'étais parti à un congrès et j'avais pas pris ma kétiapine. Et les patients sont pas au courant, mais quand vous êtes sous kétiapine sur le long terme, après, vous pouvez pas ne pas la prendre, c'est des nuits blanches. C'est des nuits blanches complètes. Je veux dire, c'est franc comme pas possible. Et du coup, je me rends compte là-bas que j'ai pas ma kétiapine en fait. Et du coup, que je vais pas dormir. C'est moi qui dois faire le trajet le lendemain, c'est la panique. J'arrive aux urgences à Paris et ils me filent un peu de l'Oxapac parce qu'ils ont que ça. Je prends mon Oxapac. Et les patients atteints de troubles bipolaires, ils ont des systèmes moteurs plus fragiles. Donc, ils peuvent être acathysiques avec un peu d'Abilify. Et ça donne des dystonies aiguës, de l'Oxapac, mais ça peut arriver plus tard. La dystonie aiguë, c'est votre muscle qui se contracte alors qu'il n'y a pas de stimulus envoyé de façon volontaire. Et donc, le plus fréquent, c'est dans le cou, comme ça. Mais ça peut aussi atteindre les muscles de la mâchoire. Et puis, ça peut évoluer un peu. Et en fait, 2 jours plus tard, je reviens. Et puis, je commence à me parler comme ça. Donc, panique à bord. Est-ce qu'il ne fait pas un AVC? Donc, j'avais pris le Loxapac il y a 48 heures. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'était une dystonie aiguë qui arrivait plus tard. Alors que j'avais repris ma kétiapine. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, allô le SAMU, ils arrivent à la maison, est-ce qu'il ne fait pas un AVC? Là, il y a le neurologue qui me reçoit, qui dit, bon, bah, c'est quoi votre histoire? Et donc, je lui dis, bon, bah voilà, je suis bipolaire, je me prescris mes médocs. Comment ça, vous prescrivez vos médocs? Bah, c'est moi qui les prescris, on ne peut pas faire autrement. Ma femme est à côté, elle confirme. Parce que je parle pas bien, hein, à ce moment-là. Vraiment. Et il fait, OK, d'accord. Et le traitement de la dystonie aiguë, c'est du lepticure. C'est un anticholinergique. Vous bloquez la dopamine, donc il y a trop d'acétylcholine, donc vous bloquez l'acétylcholine et ça se passe bien, ça prend 10 minutes, c'est fini. Et il n'était pas trop chaud, le mec, pour mettre du lepticure. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas trop su pourquoi il n'est pas trop chaud. Le truc, c'est que ça commençait à descendre petit à petit, moi. Et donc, ça a fini par faire une dystonie laryngée. Et donc là, le risque, c'est le laryngospasme, où là, c'est plus le même bordel. Enfin, faut intuber et tout, quoi. L'air passe plus, donc c'est pas bon du tout. Et donc, il me faisait des perfusions de benzo. Il avait décidé qu'il voulait pas mettre d'anticholinergique. Et donc, les benzos, c'est bien parce que c'est mieux relaxant. Donc, au début, quand ça arrive en intraveineux, ça arrive très vite, hein, donc ça détend. Et puis, quand ça descend, par contre, c'est un peu pire. Donc, moi, je sentais le truc qui était de pire en pire. Ma femme qui n'était pas trop convaincue de ce qui se passait là. Et en fait, le moment où elle a craqué, c'est quand l'infirmière a dit, bon, ben, on essaye comme ça. Et puis ma femme qui lui demande, mais si ça se bloque, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est stressant, hein, je vous promets. Vous sentez le truc qui se rétrécit petit à petit. Et du coup, l'infirmière, elle dit à ma femme, eh ben, s'il respire plus, vous hurlez. Et elle s'en va, comme ça, dans le couloir. Ok. Donc là, elle a appelé la psychiatrie, la psychiatre de garde, parce qu'on était un CHU. Donc, il y avait le neurologue de garde, mais il y a aussi la psychiatre de garde. Et elle lui a raconté la situation en disant, bah, faut que tu fasses quelque chose là, faut qu'il ait du lepticure, c'est pas possible. Il va claquer. Enfin, je ne sais pas ce qui allait se passer, mais c'était pas ouf. Et du coup, la psychiatre a appelé le neurologue et elle nous a rappelé après, voilà, a rappelé ma femme après. Et en fait, le neurologue, il pensait que j'étais un toxico. C'est les mots qui ont été utilisés parce que il me faisait pas il me faisait pas confiance. C'est moi qui me prescrivais mes propres traitements, c'était louche.
Et du coup, j'avais pas eu droit aux lepticures. Donc, c'est une discrimination. Enfin, je veux dire, c'est un truc, enfin, c'est incroyable. Donc, j'ai eu le lepticure, je suis sorti 30 minutes après, hein, c'était fini. Sauf que dès que j'arrêtais, ben, ça revenait. Donc, j'ai fait 3 jours de lepticure et je me souviens de rien. Je me souviens de rien du tout. Je sais qu'on m'a klaxonné en voiture 4 ou 5 fois, mais j'ai aucun souvenir. J'étais dans les vapes. Vous imaginez pas à quel point ça m'a allumé le cerveau. Et donc ça, c'est aussi un message pour... Si les psychiatres prenaient un comprimé de lepticure une fois, ce serait vu différemment. Vous voyez, ah, ça vous, la mâchoire serre, prenez un lepticure. C'est donné un peu comme ça, là. Bref. Mais, mais voilà, c'était mon expérience aux urgences. Donc, je vous le fais bref parce que en vrai, ça pourrait durer 5 heures. Mais quand je vais aux urgences, moi, ils m'envoient l'infirmière psy avant de faire quoi que ce soit. Donc, j'ai eu une douleur aiguë qui s'est terminée sous morphine. Ils m'ont envoyé une infirmière psychologue de l'UMP, quoi, pour discuter à chaque fois. Enfin, c'est une discrimination, mais qui est systématisée, en fait, à ce stade. Vous voyez, c'est pas de temps en temps, il y en a un qui vaut machin. J'avais postulé pour un hôpital. Je leur ai dit, bah, je peux pas faire des gardes et enchaîner le lendemain. Si je suis boss toute la nuit, il me faut un repos de garde. Je suis désolé. Comment ça? Bah, je fais de l'épilepsie parce que je mentais à l'époque, hein, je ne sais pas encore complètement. Et en fait, ils m'ont refusé. Parce que ils ont dit au président de SAMU, ils ont dit, ouais, mais lui, il fait ses horaires, c'est quand même pas normal. Alors que c'est la loi, on est d'accord, c'est la loi. Normalement, il y a un repos de garde. Donc moi, j'avais le médecin du travail qui disait que j'avais pas le droit de faire de garde, mais donc voilà, donc je vous harcèle pas plus, mais j'en ai plein, j'en ai plein des comme ça, et je suis médecin, je n'ose pas imaginer comment c'est quand on est patient pur, entre guillemets, j'imagine pas une seconde. Et du coup, ben, je pense pas que je suis TDAH en fait, honnêtement. Je j'ai pas un TDAH, un trouble bipolaire, une hyperthymie, machin truc, mais je pense que j'ai un trouble bipolaire, et puis que un des symptômes, c'est que bah, j'arrive pas très bien à me concentrer. C'est la même zone qui gère l'humeur aussi, donc il n'y a pas 36 000 solutions. Et c'est pour ça que c'est très hétérogène, parce que quand je suis sur un bouquin de psychiatrie, je peux rester concentré 10 heures, il n'y a pas de souci. Donc en fait, j'ai pas d'hyperactivité au sens strict du terme, et je suis plus impulsif. Quand je suis régulé sur le plan de l'humeur, je suis pas impulsif du tout, quoi. Il y a pas... Donc, si vous me faites passer le DSM-5, j'ai un TDAH, oui, en pratique, je suis pas sûr. Et le dernier truc, c'est que je suis hyper timique, par contre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est ça. Donc, c'est vraiment les tempéraments, en fait. Vous avez la maladie qui fait ces trucs et ces machins. Et après, vous avez des tempéraments de base. Il y a des gens qui, de base, mon assistant médical, il a ça. Le mec, il fait des astreintes chez les pompiers. Donc, il y a des fois où il est réveillé au milieu de la nuit, il va sauver des vies, machin. Il arrive, il se réveille à 6 heures, il fait la journée, il fait des chantiers après. En fait, il dort 6 heures par nuit. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Et il est comme ça de base. Il n'est pas hypomaniaque ou je sais pas moi. Du coup, en fait, il y a des tempéraments. Les gens sont un peu dépressifs de base. C'est de la dysthymie, il y a des cyclothymies. Et du coup, moi, je suis un peu hyperthymique où ben, moi, je pète le feu. En moyenne, honnêtement, je pète le feu. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop de nostalgie des phases où j'étais productif parce que de base, je dis pas que je produis de la qualité, hein, mais je produis des trucs. Vous voyez, là, on va bientôt s'arrêter, mais sinon, enfin, je veux dire, ça peut durer un an. Et je pense que c'est important aussi que les gens aient en tête le fait qu'il y a des tempéraments et des machins, et que le trouble bipolaire, c'est compliqué comme c'est pas possible. C'est d'une complexité sans fin. Je dis pas maniaco-dépression pour pas vous faire de temps, mais ma maladie n'a rien à voir avec celle d'autres témoignages. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute qu'il y a un substratum biologique à cette maladie parce que honnêtement, sans médoc, je suis un homme différent. Pas de doute. Et je pense que c'est un truc compliqué et les psychiatres se rendent parfois pas compte d'à quel point c'est compliqué. Et dans les études que j'ai fait, il n'y a aucune façon de se rendre compte d'à quel point c'est compliqué, honnêtement. Et donc, si j'ai un dernier truc à dire, c'est vraiment qu'il faut ramener les familles. Parce que si j'avais pas eu ma femme, je ne serais pas là. Et c'est elle qui ont le dernier mot à chaque fois. C'est elle qui savent s'il est hyper timide, qu'il est tout le temps comme ça, ou alors c'est qu'il est un petit peu haut, ou alors c'est qu'il est dépressif, ou s'il a fait 5 cycles. Parce que vous voyez le patient en janvier et en août, il est dans le même état. Il y en a, ils ont fait 5 phases entre-temps, hein. Enfin, et quand vous leur demandez, bon, j'ai toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas fiable. On n'est pas fiable, on n'est pas fiable.